bonjour à tous. Merci d'être là pour cette table ronde sur la langue arabe organisée par Orient 21. La langue arabe a toujours été un sujet de préoccupation. Il a été d'autant plus un sujet de préoccupation à partir du moment où Nada Yafi a rejoint le comité de rédaction, puisque c'est un sujet qui lui tient à cœur et qui a fait que nous avons publié plusieurs articles sur la langue arabe, sur la manière dont elle est traitée ou plutôt maltraitée en France. Et ça nous semble aussi un enjeu important du débat politique français. Et puis nous avons publié un gros dossier sur la langue arabe que vous trouverez sur le site d'Orient 21, qui est intéressant parce qu'il a été fait dans le cadre d'une coopération qu'on a instaurée il y a maintenant environ 2 ans avec une demi-douzaine de journaux du pourtour méditerranéen, c'est du monde arabe, de Tunisie, d'Égypte, du Liban, de Syrie, de Jordanie, etc. Et qui a été un dossier fait en commun. D'ailleurs, cette coopération, elle porte sur une période de 3 ans sur plusieurs thèmes. Et ça aussi, ça me semble quelque chose de très important, de développer les contacts entre des journalistes français et des journalistes d'autres pays. Voilà ce que je voulais dire très brièvement en entrée. Et je donne la parole à Nada en la remerciant d'avoir organisé cette table ronde. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bravo d'avoir pu parvenir jusqu'à l'auditorium, parce que c'était une sorte de rallye, c'est pas très facile d'accès. Je suis très heureuse d'être parmi vous et d'accueillir 3 personnalités qui sont très différentes, mais qui porteront un regard singulier chacune sur la langue arabe, qui est leur passion commune, et qui témoigneront chacun à sa manière de sa présence multiforme dans le paysage culturel, social et politique. C'est un sujet, effectivement, comme l'a dit Alain tout à l'heure, qui interpelle, comme on dit dans le langage familier. En témoignent les 3 articles qui ont été écrits dans un livre tout récent qui a été publié par l'Institut du monde arabe, qui s'appelle Araborama, ce livre, et qui porte un titre un peu provocateur, avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est « Le monde arabe existe-t-il, entre parenthèses, encore ?» Donc, mais je pense qu'à l'intérieur, vous trouverez qu'il existe de plus belle encore, et non pas existe-t-il. Et le président de l'Institut du monde arabe a lui-même fait paraître un livre sur la langue arabe qui est une sorte de manifeste politique pour son enseignement, en faveur de son enseignement en France. Mais l'ambition de cette rencontre, c'est d'essayer de sortir des sentiers battus et des polémiques habituelles du type pourquoi on n'enseigne pas la langue arabe suffisamment dans les écoles de la République, ou encore la langue arabe, son enseignement est un antidote à l'extrémisme. Ça, vraiment, c'est ramener la langue arabe à l'idée sous-jacente d'une langue communautaire. Donc il faut l'enseigner mieux aux Arabes pour qu'ils arrêtent d'être extrémistes en quelque sorte. Donc moi je me méfierais de ces clichés-là. D'ailleurs l'objet de cette rencontre, de certaines interventions, c'est de déconstruire les clichés. On pourra y revenir plus tard. L'arabe langue du monde, c'était justement la vision qui essayait d'extraire la langue de ce magma communautaire supposé. Et c'était le titre d'un colloque que j'avais contribué à organiser à l'Institut du monde arabe pour réunir des regards divers sur les multiples facettes de la langue arabe. Et ce sont des personnalités, à ce moment-là, de tous horizons professionnels qui sont venus parler de la langue comme une grande langue vivante, comme toutes les grandes langues vivantes. Donc, de milieux des médias, des milieux du business, et non pas seulement de la culture et de l'enseignement. La langue arabe, c'est une langue du monde. C'est un peu le titre de cette rencontre qui sera suivie d'une signature des actes du colloque qui avait été organisé à l'Institut du monde arabe. Je suis ravie pour poursuivre sur cette lancée avec un sous-titre peut-être qui pourrait être l'arabe et la pensée libre, la libre pensée, d'avoir 3 personnalités qui partagent cette vision et avec qui j'ai eu des échanges très éclairants.
Je vais d'abord commencer par ma voisine de gauche, Fatema Méziane, qui est agrégée d'arabe, inspectrice de l'éducation nationale dans 11 académies, et que j'ai surtout découverte par sa page Facebook Arabisante et Arabisant du monde, où elle a fait apparaître un lien entre la langue, la culture, les phénomènes de société, la politique, parce que ça peut être un sujet parfois éminemment politique. Elle a non seulement cette page-là, mais d'autres pages plus spécialisées, plus récentes aussi, sur la musique arabe, sur le cinéma arabe et sur la vocation internationale de la langue arabe. Voilà. Et donc, ce n'est pas du tout en tant qu'inspectrice qu'elle est ici, c'est plutôt en tant qu'animatrice de ces pages-là et de passionnée du sujet, qui fourmille d'idées et que nous allons écouter tout à l'heure, nous parler de la présence arabe sur les réseaux sociaux et de manière plus générale des contenus arabes sur Internet. Alors, à sa gauche, c'est toujours, on va de gauche en gauche, Salwa El-Naimi, qui est journaliste, poétesse et écrivaine. Son ouvrage « La preuve par le miel » a constitué un événement éditorial dans le monde arabe lui-même, parce qu'il a été publié en arabe avant d'être traduit en 22 langues. Elle se définit elle-même comme une créature linguistique. J'aime beaucoup cette expression. Et ça me rappelle un poème de Mahmoud Darwish qui dit « Je suis ma langue. Je suis ce que les mots ont dit. Sois mon corps et je donnais corps à leur timbre. » C'est effectivement une sorte d'incarnation de la langue. Et c'est pour ça qu'elle va nous livrer en fait un témoignage assez personnel sur son parcours, sur le pourquoi elle a écrit aussi La preuve par le miel, contre tous ceux qui prétendent que la langue arabe est incapable de dire l'intime, de parler de l'amour, de parler de... En réalité, on est là pour vous dire qu'elle peut parler de tout, et notamment de philosophie et de pensée critique. Et je passe à Fouad Mlih, qui est agrégé d'arabe et docteur en philosophie. Il a longtemps enseigné la langue et la littérature arabe à Paris-Sorbonne. C'est là où je l'ai rencontré au sein du conseil d'administration, je ne sais pas comment on l'appelle, de l'UEFR, des études arabes et de l'hébreu à Paris-Sorbonne. Et j'ai tout de suite vu à quel point il était une mine de savoir universitaire sur la langue et toujours la même passion. Il est aujourd'hui maître de conférences en langue arabe à l'université de Lorraine. Et j'ai appris tout récemment que l'université de Lorraine, c'est l'université en France qui est la plus prisée et la plus fréquentée par les étudiants étrangers. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, la langue arabe, c'est une langue qui a toujours été au contact des autres univers linguistiques, toujours été en interaction par la traduction de et vers l'arabe, des sciences, de la philosophie, de la littérature. Et il va prendre à témoin, pour son domaine, son intervention, l'arabe dans la philosophie, en fait, ou la langue arabe, expression de la philosophie, deux philosophes à 3 siècles d'écart, l'un d'Orient, Al-Farabi, au IXe siècle, et l'autre d'Occident, Andalousie, Espagne, au XIIe siècle, Averroès, Ibn Rushd en arabe. Alors tous les deux ce sont des héritiers en quelque sorte, ou d'une certaine manière d'Aristote, et ils se nourrissent de cette matière aristotélicienne pour construire leur système de pensée philosophique. Alors moi-même, j'aime à me définir comme un usager de la langue arabe qui réfléchit à ses usages et qui essaie de nourrir cette réflexion par les lectures, par les rencontres, tant avec les savants qu'avec les néophytes. Alors nous sommes une majorité de femmes avec une minorité masculine, et donc on a pensé qu'on pouvait, par souci de la démocratie, donner la parole en premier à Fouad Mlih. Alors merci Nada. Je vous invite pour cette première intervention à faire pendant quelques minutes un saut dans le passé, comme cela a été dit, de quelques centaines d'années dans une démarche d'historien de la langue, pour revenir à un moment où la langue arabe a servi de langue d'expression scientifique privilégiée. En effet, il y a une période bien connue dans l'histoire où, sous l'effet double de l'impulsion des califes abbassides et d'un exceptionnel élan scientifique soutenu par des activités de mécénat,
s'est étendue sur une période d'un peu plus de 2 siècles, disons grosso modo de 750 à 950, un mouvement considérable de traduction d'œuvres provenant du patrimoine scientifique indien, persan et grec. Et c'est à l'héritage grec que je vais particulièrement m'intéresser pendant quelques minutes, en proposant comme point de départ le récit, que je vais vous projeter ici. Oui, donc en proposant le récit qui est repris dans plusieurs ouvrages d'un rêve effectué par le calife Al-Ma'moun, le calife abbasside du IXe siècle, durant lequel lui apparaît Aristote. Alors vous pouvez le lire ici, et quel que soit le caractère réel ou légendaire de ce songe, le fait qu'il apparaisse ainsi relaté dans un ouvrage important de la fin du Xe siècle, le Fihrist, c'est-à-dire le catalogue ou l'index des principales œuvres et connaissances scientifiques de son temps, c'est une indication de la mesure de l'engagement qu'on peut qualifier de politique en faveur de ce mouvement de traduction. Al-Ma'moun est en effet le calife qui aurait fondé la fameuse maison de la sagesse, la Bayt al-Hikma, qui en réalité, on le sait aujourd'hui après des recherches plus récentes, qui est une transposition d'une tradition iranienne, sassanide, de fondation de bibliothèques provinciales et régionales plutôt qu'une institution centrale unique. Alors, à l'issue de ces 2 siècles d'intenses traductions, de très nombreuses œuvres du patrimoine scientifique grec antique, j'en cite quelques-unes, les éléments d'Euclide, le livre de Galien en médecine, les ouvrages d'Hippocrate, en astronomie, l'Almageste de Ptolémée, en philosophie, évidemment, les travaux de Platon, les dialogues de Socrate, les travaux d'Aristote et de leurs commentateurs, ainsi que d'autres champs de la connaissance, tels que la pharmacologie, les manuels de tactique militaire, de fauconnerie, des recueils de sagesse populaire, et je passe encore d'autres champs disciplinaires, qui étaient passés à l'arabe très majoritairement par l'intermédiaire de la langue syriaque, souvent parce que les œuvres concernées étaient déjà traduites en cette langue, mais pas systématiquement. Alors, comme nous discutons aujourd'hui de langue du monde, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur cette question du passage des œuvres grecques au syriaque, qui est une langue, comme vous le savez, sœur ou cousine de l'arabe. Dans une période qui va très schématiquement du IIe siècle aux conquêtes arabes, c'est-à-dire à la charnière de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, il faudrait qu'on se représente un Proche-Orient dans lequel se diffuse le savoir et la langue grecque, aussi bien pour les savoirs profanes que pour les savoirs liés à des questions philosophiques, qui ont été à la source de nombreuses œuvres de théologie chrétienne des premiers siècles, ce qu'on appelle la patrologie. Et il faudrait garder à l'esprit qu'en Syrie et en Mésopotamie, plusieurs cités fonctionnent comme des centres de diffusion de ce savoir, qui couvrent l'ensemble des champs scientifiques. On peut citer la ville d'Antioche en Syrie, la ville d'Édesse, aujourd'hui Urfa en Turquie, la ville de Harran, qui correspond à la Caraïe des Romains, la ville de Nisib, ainsi qu'en Haute-Mésopotamie, ainsi que Ctésiphon, qui était la capitale des Sassanides, de l'Empire sassanide, et qui se trouve dans le territoire irakien actuel, à peu près 30 km à peu près au sud de Bagdad. D'autres cités encore dans lesquelles se trouvent ces milieux de langue syriaque qui sont avec le temps acquis au christianisme. Encore qu'il s'agisse de chrétiens non byzantins. La nuance est de taille, vous le verrez dans quelques instants avec un prochain texte que je diffuserai. En quelque sorte dissidents qui, après le concile de Chalcédoine, on est au 5e siècle, demeurent nestoriens et monophysites et se réfugient dans l'Empire sassanide, donc avant les conquêtes arabes, qui est l'empire rival évidemment de l'Empire byzantin, pour y développer leurs idées. Alors si on se situe dans une perspective un petit peu sociologique, on peut dire que ces milieux savants, connaisseurs du grec, locuteurs du syriaque et de l'arabe, à l'époque omeyyade et à la première époque abbasside, fonctionnaient comme des classes intermédiaires ayant transposé vers l'arabe de très nombreux volumes en traduction. Dit autrement, on peut affirmer qu'il existait un espace de pensée gréco-sémitique. C'est une expression que je reprends de la pensée de Mohamed Harkoun, travaillée par des tensions intellectuelles qui se superposent aux dissensions sociales et politiques. Les querelles christologiques que je viens de citer en sont quelques exemples, mais réunies par un langage commun, hérité de la Grèce antique. Alors au Xe siècle, l'effort a été si massif, je ne sais pas si on peut passer à la vignette suivante, que l'arabe était devenu la seule langue de l'expression scientifique. Nous sommes au Xe siècle, une langue qui a supplanté le persan, le grec et le syriaque. Ce moment historique fondamental s'explique par la conjonction de 2 facteurs. Je l'ai expliqué, un facteur politique,
D'une part, par l'institutionnalisation de ces traductions, de la part des califes eux-mêmes et d'une politique de mécénat qui se met en place à ce moment-là et qui est tout à fait documentée. Et d'autre part, un facteur culturel dans la mesure où ces traductions ont bénéficié de la médiation des savants de langue syriaque, donc de toutes ces générations de savants que j'évoquais il y a quelques instants, et qui, au Xe siècle, sont totalement immergés dans le monde intellectuel de Bagdad et des grandes cités abbassides dès la fondation du califat. Ainsi naît la figure de l'érudit abbasside dont on peut comprendre le portrait à travers le texte que je vous propose en lecture, qui n'est pas d'un philosophe, mais qui est d'un lettré dont on considère qu'il est, disons, le parangon, l'exemple le plus achevé du adib, du lettré du IXe siècle. Il s'agit de Al-Jahid. Et vous le voyez dans ce court texte, Al-Jahid dénie aux Byzantins le droit de s'arroger le patrimoine grec, philosophique et scientifique. Les Abbassides, aussi bien les savants que les gouvernants, se pensent dans un prolongement impérial de culture universelle dont ils font commencer où ils situent le commencement avec les Grecs. Alors l'unité politique qui a été réalisée par les Abbassides ainsi que l'impulsion donnée à la vie scientifique et à son épanouissement ont permis l'émergence d'une élite savante de diverses confessions, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des mazdéens, des hermétistes, ceux que les Arabes appellent les Sabéens, les musulmans appellent les Sabéens, de diverses origines. Pour ne parler que des philosophes, on peut parler du premier d'entre eux, Al-Kindi, qui est lui d'origine arabe, l'Al-Kindus des Latins, au IXe siècle. Farabi, qui a été cité tout à l'heure, qui est d'origine turque, locuteur du persan, au IXe. Avicenne, de son nom arabe Ibn Sina, qui est d'origine persane. Aujourd'hui, on dirait même qu'il serait ouzbek, tellement obnubilé que nous sommes par les identités et les origines. Donc tous ces savants font partie de cette élite qui est sûre de sa supériorité intellectuelle et qui s'épanouissent dans une affirmation de soi qui se situe dans le prolongement de l'œuvre des anciens. Et les anciens, en arabe, on les appelle les mutaqaddimoun, c'est un terme qu'on retrouve dans tous les ouvrages scientifiques de la période. Les anciens, il s'agit bien des Grecs anciens et de leurs commentateurs, comme on peut le lire dans les deux extraits projetés, si vous voulez bien passer à merci beaucoup, à la vignette suivante, où vous allez pouvoir lire deux extraits de Farabi, dans lequel lui-même, qui est donc un philosophe du IXe siècle, se situe tout à fait volontiers dans le prolongement de cet héritage. Alors cet extrait ainsi que le suivant, parmi de nombreux autres, montrent que les philosophes ont bien conscience d'être pris dans un mouvement qu'on appelle translatio studiorum, pour reprendre les termes du Moyen-Âge médiéval latin, dont le point de départ, je l'ai dit à plusieurs reprises, est la Grèce, et dans le prolongement duquel ils situent leur œuvre. En d'autres termes, la chronologie dans laquelle se positionnent ces savants n'est ni politique ni religieuse. Par point de comparaison, si on prenait des œuvres, disons, des chroniques historiques contemporaines, on verrait que le temps est divisé, non pas... alors, il est divisé évidemment en années égiriennes, c'est-à-dire le calendrier musulman, mais il est également divisé selon le règne de chacun des califes. Or, pour un philosophe, cette chronologie n'a pas de sens. Pas plus que la chronologie qui divise le temps entre la jahiliya et l'islam, c'est-à-dire les ténèbres de l'ignorance et les lumières de la révélation islamique. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose de faire un saut maintenant, très très brièvement, de 3 siècles, et un déplacement géographique vers l'Occident du monde musulman, pour évoquer la figure d'Averroès, de son nom arabe Ibn Rushd, philosophe donc de l'Andalous, ça a été rappelé, du XIIe siècle, passé à la postérité en Europe pour les commentaires en latin médiéval qu'a suscité son œuvre. Comme Farabi et Avicenne avant lui, il fonde son système philosophique sur un commentaire de l'intégralité de l'œuvre d'Aristote. Je pense qu'on peut lire la vignette suivante, s'il vous plaît. L'œuvre d'Aristote en métaphysique, en physique et en logique. Dans l'Europe médiévale, comme Averroès, comme tous les philosophes arabes, est perçu, on peut le percevoir à travers l'extrait que je vous offre en lecture, est perçu comme un philosophe mécréant, voire libertin, dénégateur de la condition divine. C'est un des termes que je reprends
des philosophes du XIIe siècle européen. Ce qui est une chose assez cocasse quand on sait que Ibn Rushd était cadi de son État, donc juge musulman évidemment, non seulement versé dans les sciences religieuses, mais qu'il délivrait des avis de jurisconsulte, les fameuses fatwas dont on parle beaucoup, y compris dans la période contemporaine, au profit du pouvoir almohade au service duquel il se trouvait. Avec lui, on observe que la figure de l'érudit arabe s'impose en Europe comme, au moment où naît le savoir scolastique, comme un savant dépositaire de l'héritage antique. On peut aller plus loin, on peut dire que le musulman, ou l'arabe, en tout cas le savant d'expression arabe, est assimilé aux philosophes qui utilisent la raison. En témoigne le titre de l'œuvre restée inachevée, puisque c'est sa dernière œuvre, de Pierre Abélard, du philosophe Pierre Abélard, qui est passé à la postérité en raison du roman d'Héloïse et Abélard. Œuvre qui s'intitule « Dialogue d'un philosophe, d'un juif et d'un chrétien ». Alors le juif, on l'identifie assez bien au Moyen-Âge, le chrétien, on l'identifie également, et le philosophe, il s'agit bien du musulman, ou en tout cas de l'arabe, c'est-à-dire celui qui fait usage de la raison. Je dis aux musulmans, on aurait pu dire aux sarrasins, comme le terme était en vogue à l'époque. Un tout dernier mot, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais un tout dernier mot après ce survol de quelques siècles très très sommairement de travail de traduction et d'arabisation de la connaissance scientifique. Je voudrais évoquer le passage, soit par la voie savante, soit par la voie populaire, parce qu'il n'y a pas que la voie savante finalement, en particulier la voie commerciale, le passage depuis l'arabe vers le latin médiéval d'un stock lexical assez volumineux de termes scientifiques qui comportent des mots venant de l'arabe, cela va de soi, du persan via l'arabe bien entendu, mais quelque chose qui est plus surprenant, qui viennent eux-mêmes du grec, qui sont passés par l'arabe et qui sont tombés en désuétude en Europe du fait de la déshérence de la pratique des savoirs hérités de l'Antiquité. J'en évoquerai deux exemples. L'exemple assez connu du terme chimie ou alchimie, et puis l'exemple d'un mot marchand que je citerai dans quelques instants. Alors l'alchimie, ça provient du latin alchimier, qui vient du latin médiéval, de l'arabe alchimia, évidemment, qui désigne l'alchimie ou même la pierre philosophale. Mais ce terme de alchimia provient lui-même du grec koumeia, qui est un mélange de suc, et plus probablement du grec tardif, kémia, qui signifie la magie noire. Et ce terme grec tardif aurait pu être lui-même la transposition d'un terme égyptien. Alors je ne sais pas comment on doit le prononcer, est-ce que c'est chamé ou ramé, c'est-à-dire le noir, désignant les Égyptiens renommés comme alchimistes, ou encore d'un terme hébreu qui est peut-être un peu plus familier aux locuteurs de langue arabe, ou hébreu évidemment, qui est Shemesh, donc un des noms du soleil. Et les alchimistes grecs, en effet, au IVe siècle, évoquaient un fondateur mythique de l'alchimie du nom de Shemesh ou de Chimès, altération probable de l'hébreu Shemesh. Un autre exemple de ce voyage lexical est le mot cara, l'unité de mesure qu'on utilise en bijouterie, qui provient par l'intermédiaire de l'italien carato, du latin médiéval caratus, de l'arabe qirat, et le qirat est un poids qui est une 24e partie du dinar de la Mecque, qu'on mesurait, alors je ne sais pas comment la chose peut se faire, je ne suis pas du tout botaniste, mais apparemment qui correspond à la graine de caroubier. Et ce kara vient du grec kération, et qui était tombé en désuétude en Europe, et qui est repassé par l'arabe qirat, puis l'italien carato. Alors je m'arrête là, on voit qu'à travers ces deux exemples puisés parmi tant d'autres, on voit bien que la langue, et je crois que je ne serai pas le seul à le dire ici, en plus d'être un véhicule, contient une vision du monde, c'est-à-dire autant d'éléments qui fondent une culture et une civilisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fouad. En fait, je leur ai fait peur en leur disant que j'allais regarder l'heure tout le temps pour les rappeler à la nécessité de respecter le temps bref, afin de vous laisser la place au débat par la suite. C'est effectivement très intéressant, cette période abbasside, pour ce qui est de la traduction. Je signale un livre qui, moi, m'a passionné, c'est « Pensée grecque, culture arabe » de Dimitri Gutaz. Et sur l'héritage que l'on retrouve dans les mots de la langue, il y a aussi le livre Dictionnaire des mots français d'origine arabe de Salah Gemrich, qui est très intéressant parce qu'il y a un texte littéraire chaque fois à côté d'un texte littéraire français
où ce mot est utilisé. Alors, après ce survol des siècles qui a pu nous donner un peu de vertige, on va atterrir à une époque un peu plus récente, encore que parce que justement, si on suit un peu la chronologie, Salwa va nous parler de grands écrivains arabes qui ont abordé un thème profane qui est celui de l'amour dans tous ses états. Mais c'est de l'amour aussi. C'est le témoignage d'une créature linguistique. Et quand je regarde ma longue vie, je me dis que c'était toujours ça, c'est-à-dire et c'était toujours lié à la langue arabe, c'est-à-dire la créature linguistique, mais en arabe. Donc, toutes mes études, c'était en arabe, à Damas, en Syrie. Après, à l'université, c'était ma spécialité, langue et la littérature arabe. Et quand je suis venue en France, j'ai continué aussi. Et dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé en tant que journaliste. Donc, c'est aussi en langue arabe, c'était dans la presse arabe. Et après, à l'Institut du monde arabe, c'était pour la communication avec les médias arabes, en langue arabe. Donc, c'était l'élément qui m'a constituée et qui m'a accompagnée toute ma vie. Et je me dis que c'était l'ouverture l'ouverture au monde, parce que même quand j'étais à Damas, j'ai reçu à travers les traductions, et là on voit l'importance de la traduction, j'ai reçu le monde entier, c'est-à-dire jusqu'à l'âge peut-être de 20 ans, j'ai lu tout ce que j'ai lu, c'était en arabe. J'ai lu les Russes, les Français, les Anglais, les Américains, tout ce qui était traduit, tout ce que je pouvais avoir comme livre traduit, en plus, bien sûr, de la littérature arabe ancienne et moderne. Tout ça, c'est-à-dire le monde entier, il est venu vers moi en arabe. Donc, c'est pas par hasard que après, je deviens. En plus, c'est une relation aussi, c'est une passion, c'est un lien très, très, très intime. Quand je lis, par exemple, la phrase de Lacan, quand il dit « l'inconscient est structuré comme une langue, comme un langage », je dis « moi c'est pas mon inconscient, c'est ma conscience, c'est toute ma personnalité qui est constituée en arabe. » Bien sûr, j'ai appris d'autres langues, mais l'arabe reste le noyau dur dans ma pensée, dans ma vie, j'écris seulement en arabe. J'écris des poèmes, c'est pour ça que j'ai traversé tous les registres de l'écriture ou en arabe, de l'écriture poétique. Je peux arriver jusqu'à la langue de bois, surtout à l'Institut du monde arabe, bien sûr. Donc, il y a non, mais moi, spécialement, je parle de mon expérience personnelle, et il y en a qui connaissent la Pravda qu'on appelait la Pravda, qu'on sortait à l'Institut du monde arabe à un moment. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis une créature linguistique, c'est-à-dire ma vie est liée à cette langue. Je connais cette langue, et c'est pour ça que je ne peux pas écrire dans une autre langue. Et c'est pour ça aussi, ma liberté dans ma vie et dans mon écriture vient de cette langue. Et quand j'ai écrit La preuve par le miel, c'était avant tout pour dire que la langue arabe, elle peut dire l'intime, elle peut dire le sexe, elle peut dire la philosophie, elle peut tout dire. C'est parce que j'entendais autour de moi des gens et des grands noms, des spécialistes dans la culture arabe et dans le monde arabe, et qui disaient l'arabe c'est une langue sacrée, l'arabe est incapable de dire l'intime, l'arabe est incapable de dire le sexe, l'arabe est incapable de dire la pensée moderne, est incapable de dire tout ce qui nous accompagne, et moi, tout ça me tapait sur les nerfs.
si je peux dire. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit mon livre. Et quand le livre est sorti, c'était une bombe dans le monde arabe, avant que ça soit traduit. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est les critiques qui ont traité le livre. Il a été interdit dans la plupart des pays arabes. C'est écrit en arabe par une femme et qui dit je peux dire le sexe en arabe. Et c'est pas moi qui dis ça. Moi, je reviens au livre ancien. Je commence par les dits du prophète, le hadith, en passant par le shi'r al-jahili, et après par le jahiz, et surtout par ceux qui ont écrit les traités érotiques arabes. Et il y en a beaucoup qui sont traduits en français et vous pouvez les lire. Dans ces traités, c'était la première fois qu'un écrivain arabe lit la liberté en général et la liberté linguistique, la liberté sexuelle, parce que moi je trouvais que c'était plus sexy de parler dans un roman du sexe que de parler de philosophie, par exemple. Je le ferai peut-être plus tard, mais à l'époque, je vous rappelle que le livre est sorti avant le printemps arabe, avant les révolutions arabes. Le livre est sorti en 2007. C'était janvier 2007, donc ça fait maintenant longtemps. Le monde arabe, bien sûr, a changé. Maintenant, on trouve même au Liban, par exemple, ce qui a choqué dans mon livre, c'est ce lien entre la liberté sexuelle et l'héritage arabo-musulman, parce qu'on nous a appris que la liberté est étrangère à notre héritage, et c'est surtout le pouvoir dans le monde arabe qui veut nous inculquer que tout ce qui est libre est étranger à notre culture. Notre culture est libre, et notre culture, en utilisant cette liberté qu'on peut, c'est pour ça que le titre c'est La preuve par le miel, c'est le mot d'Ibn Arabi, la preuve de la douceur du miel, c'est le miel lui-même. Donc moi je peux prouver que mon héritage arabo-musulman, c'est un héritage libre à travers les livres anciens des auteurs qui ont écrit dans des siècles anciens et qui me parlent maintenant et qui me disent que tu es libre de dire, nous on l'a dit, eux c'était des juges, des qudat, ou qadi qudat, ça veut dire juge des juges, ou et même il y a par exemple Suyuti qui a écrit 18 traités érotiques sur le sexe, avec les mots du sexe, et sans aucun jugement moral, sans aucun renvoi à tout ce qui est ça c'est halal, ça c'est haram. Il n'y a pas ça. Il faut lire ces livres et pour comprendre et répondre aussi à tous ceux qui disent, qui répètent toujours la langue arabe c'est une langue sacrée, c'est parce que c'est la langue du Coran. Vous pouvez pas trouver ça dans un livre ancien. Il n'y a pas un auteur arabe ancien qui va vous dire la langue arabe est une langue sacrée. Là, on trouve ça depuis, je sais pas, ça c'est l'héritage de toute la pensée colonialiste qui a véhiculé à travers et maintenant aussi un discours comme quoi la langue arabe est une langue sacrée, donc on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas dire des choses interdites avec. Et on trouve ça aussi chez des islamistes qui disent la même chose maintenant. Mais vous ne pouvez pas trouver que la langue arabe est langue sacrée dans les livres des anciens. Et la preuve, c'est leurs livres. Et ce qu'on trouve dans leurs livres. Donc la première chose, la première idée qui m'a incité
à écrire ce livre, c'était cette idée de dire la liberté de l'héritage arabo-musulman et la liberté de ma culture, que je suis libre. C'est pas parce que je vis en France et que je suis venue en France et j'ai fait mes études en France. Je suis libre par ma culture, je suis libre par mon héritage arabo-musulman. Et j'insiste aussi que j'ai lu le Coran, mais aussi j'ai lu l'Évangile, j'ai lu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout ça, je l'ai lu en arabe. Donc, quand on vient me dire me raconter toutes les histoires, tout ce qu'on véhicule comme cliché sur la langue arabe, moi je dis, c'est une autre langue, ils ne parlent pas, c'est pas ma langue. Moi, j'ai une langue et cette langue n'appartient... Et quand on vient me dire, est-ce que le monde arabe, là, en 2020, quelqu'un vient mettre comme titre, le monde arabe existe-t-il, je ne sais pas, c'est-à-dire poser des questions, même par provocation, je crois qu'on a dépassé ce stade. Est-ce qui se passe maintenant, et depuis le début du printemps arabe, avec tous les slogans, les mêmes slogans en arabe qui passent d'un pays à l'autre, et tout ce mouvement populaire, même si c'est des échecs politiques, c'est une grande victoire, à mon avis, culturelle et sociétale. Et merci. Merci beaucoup, Salwa. C'est la passionnariat de la langue arabe, donc avec un ton très, très véhément que j'apprécie beaucoup personnellement. Liberté, chérie, c'est de la liberté sexuelle, on passe à la liberté politique, on passe à la modernité et on passe à l'époque moderne. Donc la révolution, le printemps arabe, c'est beaucoup fait avec les réseaux sociaux. Non pas grâce aux réseaux sociaux, mais avec, voilà. Parce qu'on dit parfois que c'est la cause. Ce n'est pas la cause du tout, il y avait d'autres causes bien plus complexes. Mais c'était un des moyens que la jeunesse a trouvé pour s'exprimer, avec une première vague, une deuxième vague. Alors, Fatima est une passionnariat de la langue arabe sur les réseaux sociaux, et on va lui laisser la parole parce que vraiment, elle fait un travail formidable, à tel point que certains internautes imaginent que derrière l'écran, il y a une institution qui se cache. Non, c'est juste un particulier, et c'est vraiment le travail fabuleux des internautes, le travail de la société civile qu'on avait déjà à l'époque abbasside, quand des mécènes de la société civile avaient encouragé ce vaste mouvement de traduction qui avait duré 2 siècles. J'espère que la révolution ne durera pas 2 siècles et qu'elle aboutira avant. On la verra. Oui. Alors, je peux reprendre des tiens. Bon, bonjour tout le monde. On va dire que moi, je reprends en fait le discours au niveau de ce qu'on appelait les nouvelles technologies, qui ne sont plus de nouvelles technologies d'ailleurs, et le défi que l'arabe soit représenté comme langue sur ce réseau d'Internet et quelle est sa place. Au départ, évidemment, c'était toute la difficulté que sur des sites on trouve l'arabe présent. C'était la découverte en fait de tous les internautes. Malheureusement, au départ, comme vous le savez, nous avons un problème de contenu. Bien sûr, il y a beaucoup de fréquentation, mais il y a un problème de contenu sur Internet. Ce contenu-là, étant donné que c'est la société civile qui le procure, nous avons un manque institutionnel grave au niveau des pays, au niveau des États, qui n'ont pas pris ça vraiment au sérieux, qui estiment qu'un site où on va proposer, si je prends juste un petit exemple, quel bonheur de pouvoir consulter des manuscrits arabes à New York, je veux dire en Malaisie ou bien en Australie, et d'être incapable de pouvoir consulter ces manuscrits dans une bibliothèque arabe. Alors que le patrimoine au niveau manuscrit du monde arabe, il y a seulement, même pas 10 à 15% qui a été traité.
Donc ça veut dire que nous avons une immense richesse au niveau des manuscrits qui n'est pas traitée et qui n'est pas accessible. On ne peut y accéder que, évidemment, en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'est un fait. Mais l'autre côté, c'est la révolution dont parle Nada. Évidemment, il y a eu les printemps arabes, les premiers et les deuxièmes, mais il y a eu une révolution qui est le Web 2, qui a fait que, effectivement, on est passé de sites Internet statiques, où on avait l'information qu'on consultait, et on est passé à l'interaction. Et l'interaction a beaucoup changé le rapport, que ce soit dans les réseaux sociaux, donc il y a les réseaux sociaux bien sûr, je ne vais pas tous les citer, mais il y a aussi la présence de jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui nous proposent, grâce à YouTube, à Dailymotion, Vimeo, donc vous avez une jeunesse qui va chercher ce patrimoine artistique, que ce soit au niveau de la chanson, au niveau des émissions, et qui nous le propose gratuitement, alors que les États ne le proposent pas. Quel bonheur d'aller sur YouTube et de découvrir des chanteurs du monde arabe, de tout le monde arabe, pas seulement ceux qui sont connus, les moins connus, mais c'est grâce à qui? Grâce à des individus. Donc effectivement, moi j'ai commencé au départ sur Facebook avec une idée précise. Je voulais véhiculer le contenu arabe qui n'était pas disponible, d'abord pour mes élèves, pour mes étudiants, et au fur et à mesure, en fait, ça m'a dépassé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on traitait d'une question, évidemment, je créais une page. Donc la première page que j'ai créée, c'était sur la section internationale. Au fur et à mesure, parce qu'on traitait du cinéma, j'ai créé une page cinéma. Après, j'ai créé une page sur la musique, la Arabia Musiqa. Et au fur et à mesure, en fait, je voyais que chaque publication faisait que, d'abord, mes élèves pouvaient s'y référer, mais que moi aussi, finalement, je faisais ma recherche. Et au fur et à mesure, donc, ça, jusqu'à arriver à un groupe. Mais comme je n'avais pas beaucoup de temps, en fait, pour gérer un groupe, et l'idée est venue récemment. C'est-à-dire que j'ai repris un groupe qu'un ami avait créé, qui s'appelle Arabisant du Monde. Et c'était pour moi un moment important parce que je me suis dit, Arabisant du Monde, voilà un groupe de partage qui n'est ni spécialisé, parce qu'il ne va pas être spécialisé comme la section internationale, qui n'est pas sur le cinéma, donc les activités culturelles seulement, le cinéma ou la musique, qui va être un lieu de débat. Et je trouve que nous manquons réellement d'un lieu, justement, pour connaître ce monde arabe, où on diffuse cette information positive. J'en parlais avec un ami tout à l'heure. Effectivement, nous manquons de cette information positive, de toute cette jeunesse qui produit, qui a beaucoup d'initiatives dans ce monde arabe, de cette langue arabe qui évolue et qui est utilisée. Et évidemment, il n'y a rien de plus jouissif pour un linguiste que de vivre réellement une transformation d'une langue à laquelle il s'intéresse. Et là, on le vit au quotidien. Moi, personnellement, tous les jours, je découvre des formes qui sont présentes, qui se répètent. Alors, pour les puristes, ils vont dire que ce sont des erreurs. Peut-être. Mais en fait, moi, je me dis qu'il faudrait qu'on se pose des questions, maintenant, de voir que toutes ces erreurs qui se répètent, n'est-il pas temps qu'on commence à réfléchir à cette évolution de la langue arabe, puisque ces erreurs-là sont en fait l'expression des personnes qui utilisent cette langue et qui l'utilisent tous les jours, qui l'utilisent pour échanger, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que bon, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi tous les messengers, WhatsApp. Les gens, alors bien sûr, il y a ceux qui écrivent avec les lettres latines de l'arabe, avec les lettres latines. Mais il y a quand même une majorité de personnes qui utilisent quand même les lettres arabes, je veux dire directement, ils écrivent en arabe. Et dans la rapidité, n'empêche qu'il y a une sorte de langue blanche qui aujourd'hui commence à se dégager dans ce monde arabe. On la retrouve. Les Arabes n'ont jamais aussi bien communiqué les uns avec les autres. Les Arabes ne se sont jamais mieux exprimés entre eux qu'aujourd'hui.
C'est vrai que nous manquons au niveau institutionnel de beaucoup de choses, mais les jeunes, aujourd'hui, s'expriment, s'échangent des choses et se connaissent de mieux en mieux. On ne peut pas dire de ça, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, ils se connaissent de plus en plus. Le patrimoine musical des uns et des autres arrive aux uns et aux autres, en partage, en échange. Ce qui est, c'est-à-dire dans les débats, bien sûr, sur va-t-on utiliser la langue arabe dans l'enseignement ou pas? Va-t-on utiliser une autre langue ou pas? La langue arabe n'est pas une langue de progrès. La langue arabe, etc., etc., etc. Je fais grâce de tout parce que ce n'est pas le lieu et que je trouve que c'est stérile comme débat. Il y a aujourd'hui des signes que on devrait regarder, observer, analyser, trouver le temps. Je sais qu'en histoire, lorsqu'on vit une histoire contemporaine, c'est très difficile d'analyser. Mais il faudrait prendre le temps de réfléchir à tout ce qui se dégage dans ce monde arabe de la part des jeunes, en termes d'expression, en termes aussi d'utilisation et d'usage de la langue. Comment est-ce qu'ils s'approprient cette langue? À quel niveau? Lorsque vous regardez, si vous avez regardé, je suis certaine que beaucoup d'entre vous l'ont regardé, je veux dire, toutes ces révolutions au Liban, en Irak, en Algérie, ces pancartes-là, elles étaient écrites en arabe. Moi, c'est la première des choses que j'ai regardées, bien sûr, vous imaginez. Et donc, je regarde, c'est écrit en arabe. On a des gens qui parlent en arabe, qui s'expriment en arabe. D'autres qui s'expriment en français. Mais il y avait beaucoup plus de personnes qui s'exprimaient en arabe que celles qui s'exprimaient en français ou en anglais. Des jeunes qui produisent, qui créent de la chanson, qui créent, des pièces de théâtre, du cinéma. Tous ces jeunes-là, ils pourraient aller se produire ailleurs. Même ceux qui viennent en France, qui produisent une pièce de théâtre en arabe. Bien sûr qu'on traduit, mais ils se sentent, c'est cette langue-là qui leur parle. C'est leur défi, c'est ce défi-là. Ce défi-là, moi je le porte, effectivement, parce que j'estime que cette langue a beaucoup de choses encore à donner et que ceux qui l'utilisent ont tant à partager avec le monde, pas seulement avec le monde arabe, d'abord avec le monde arabe, mais avec le monde. Je trouve que le chaînon, nous avons constitué dans l'histoire, la civilisation arabo-musulmane a constitué ce chaînon qui a lié donc les civilisations entre elles et que nous avons encore tant à donner et à partager avec ce monde, avec bien sûr énormément de problèmes, mais d'abord en reconnaissant que cette langue est une langue vivante. C'est une langue porteuse de pensée. Bien sûr, ce sont les arabophones et les arabisants qui la portent. Aucune langue toute seule ne fera quoi que ce soit toute seule. Je prends un dernier exemple. C'est la journée mondiale de la langue arabe. Cette journée mondiale de la langue arabe, qui a été donc initiée par l'UNESCO en 2012, a été un formidable déclencheur, en tout cas dans l'enseignement français. Et tout d'un coup, on a trouvé un prétexte, un joli prétexte pour s'exprimer, pour faire que ces jeunes puissent exprimer ce qu'ils font. Que cette langue-là, qu'on la redécouvre, qu'on découvre la science, qu'on redécouvre, bien sûr, la jeunesse, qu'on découvre plein de choses grâce à cette journée qui, chaque année, l'UNESCO décide une thématique. Cette année, par exemple, c'était l'intelligence artificielle. Alors, vous allez me dire, enfin, l'intelligence artificielle et la langue arabe. Eh bien, si, l'intelligence artificielle et la langue arabe. C'est-à-dire se poser toutes les questions sur, effectivement, l'intelligence artificielle, la recherche scientifique dans ce monde arabe, voir pour quelles raisons est-ce qu'on ne produit pas en arabe. Quelles sont les raisons qu'on donne? Quelles sont les raisons pourquoi est-ce que des jeunes voudraient bien mais ne peuvent pas pour des raisons très pratiques? Ils voudraient être lus, ils voudraient être publiés. Et pourquoi est-ce que le budget recherche dans le monde arabe, dans ces pays-là, n'équivaut même pas 0,5?
C'est même pas 1, c'est même pas 0, je crois. J'ai dû lire ça lors quand j'ai lu un rapport, 0,05, un truc comme ça. Ce qui est quand même aberrant. Donc on ne peut pas, d'un côté, taper, excusez-moi pour l'expression, sur la langue arabe et le fait qu'elle ne soit pas vivante, et de l'autre côté, qu'on ne lui offre aucune possibilité réellement de s'épanouir et de continuer, comme toutes les autres langues, à exprimer une civilisation, à être l'expression de cette civilisation arabo-musulmane. Je vous remercie. Merci. Merci Fatima. Et tu as vraiment abordé beaucoup de thèmes qui sont parfois qui recoupent des choses qu'on a déjà dites. Et c'est très intéressant. Sur la sacralité de la langue, sur le bouleversement du paysage médiatique, c'est très intéressant parce qu'en réalité, et je vais vous donner la parole très vite, il y a des idées qui... Est-ce que le temps est... Non, je pense qu'on a toujours le temps d'écouter des questions peut-être. Alors, il y a eu un livre qui s'intitulait Les Arabes parlent aux Arabes. C'était les chaînes satellitaires et le paysage médiatique arabe qui avait été bouleversé par l'Internet. Mais les Arabes parlent aussi au monde, justement, à travers ce lien d'une langue internationale, qui est l'une des 6 langues internationales officielles des Nations Unies, qui est parlée sur tous les continents. Il y a des diasporas arabes avec les flux migratoires qui se trouvent sur tous les continents aujourd'hui. Et donc, il y a un univers virtuel, médiatique, qui relie toutes ces présences, soit arabisantes ou arabophones, entre elles. Et si on a abordé la question de la sacralité de la langue, c'est parce qu'elle a été un peu préservée par le Coran. Le Coran a contribué, en quelque sorte, à ce que la langue traverse pendant des siècles et a été moteur aussi du développement de l'exégèse, de la philosophie, parce qu'il fallait répondre aux autres civilisations quand il y avait des chocs de civilisation, ce n'est plus le cas. Mais il y avait aussi beaucoup d'interactions entre les civilisations, ce qu'on ne dit pas. Donc il y a des thèmes qui reviennent souvent. Il est intéressant de lier aussi la langue à la production du savoir, parce que c'est l'un des critères qui font qu'une langue est internationale ou pas. Et la production du savoir est limitée non pas par la langue ou par la culture arabe, mais par les États. Et il faut bien dire le mot, c'est l'ordre arabe qui limite, qui divise et ne permet pas une expansion. Comme tu l'as dit, le budget de la recherche est vraiment dérisoire, mais également la scolarisation, qui est porteuse de la langue, est également dans un état déplorable. Voilà, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des questions du public. Oui. Est-ce qu'on peut passer un micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Si vous pouviez vous présenter et puis faire brièvement, parce qu'en général, on a toujours une tentation de vouloir faire un petit exposé. Merci beaucoup. Merci. Oui, on vous entend. Ça marche. Oui, la tentation existe, surtout après avoir écouté et entendu ce que j'ai entendu, ce que tout le monde a entendu. Ceci étant dit, je vais essayer d'être bref. Bon, je suis Fred Jumatouk, je suis professeur d'histoire. J'ai enseigné à Paris 7, mais ça fait un moment que je suis à Tunis. Et donc, ce problème de la langue arabe, voyager entre les 2 langues, surtout français et arabe, je le fais tous les jours, un cours en arabe, un cours en français, etc. J'ai raté beaucoup de la première intervention, mais le peu que j'ai écouté m'a fait regretter d'être venu un peu en retard. Il y a le volet de la langue comment dirais-je, de Facebook, de Messenger, etc. Et là, il y a un problème. En grande partie, il y a beaucoup d'Arabes qui s'expriment en lettres latines. Techniquement. De moins en moins. De moins en moins parce qu'ils n'ont pas le clavier adéquat, parfois. Et ça donne des lettres un peu... il y a... en langue arabe, on sait qu'il y a beaucoup... Dans les langues européennes, il y a beaucoup de l'arabe. En espagnol, il y a plus de 6000 mots. En
français, récemment, il y a les maboules, le kleb, le toubib, etc., mais ça fait partie de l'histoire. Est-ce que vous avez une question précise? Oui, d'accord. Bon, alors, ma question, la deuxième conférencière, Naïma, c'est cela, madame? Salwa Naïmi. Oui, a parlé. Est-ce que, ma question est la suivante. Est-ce que le problème, c'est la langue arabe ou bien c'est les Arabes et dans la phase historique dans laquelle ils se trouvent en tant que tiers-monde et que tiers-monde qui prend de l'écart vers l'arrière à cause de la politique, à cause de plein de choses, à cause du 0,5%, etc. Et à cause aussi d'un exemple. Par exemple, la Grèce. En Grèce, il y a 10 millions d'habitants. Ils traduisent par an plus que ce que traduisent 400 millions d'Arabes. Alors ça, ce sont des chiffres qui sont parfois un peu contestés. Donc on va rester sur cette question. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions et après on fait les réponses. Alors on retient la question. C'était la question. Est-ce que c'est la langue qui est fautive ou est-ce que ce sont les Arabes? On va prendre une autre question après. Bonsoir, merci pour cette belle conférence. Ma question est, comment expliquez-vous que la langue arabe, une langue qui a connu en d'autres temps, au XVIIIe siècle, quand Voltaire conseillait les philosophes d'apprendre l'arabe parce qu'elle véhiculait les sciences, à ce jour, où, c'est ma question principale, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est un peu plus l'otage de la religion qui entrave son développement scientifique, philosophique? Merci. Merci. Une autre question. Est-ce que la langue est l'otage de la religion? Pardon? À celui qui voudra répondre, je pense, tout à l'heure. Peut-être toi, Fouad. Oui, d'autres questions, peut-être? Alors, la question de la religion et de la langue est une grande question. La question des... oui? Là. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Merci. Merci. Ce serait juste pour annoter la question de monsieur, ou plutôt l'amender. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un problème au niveau des institutions qui n'honorent pas le patrimoine littéraire arabe? D'autres questions? Oui. Un peu dans le même ordre d'idée, qu'est-ce que vous répondez, c'est le vieux débat, à ceux qui opposent la Derja al-Fosha, etc. Et si on pousse les développements des Derja jusqu'à leur... on lâche la bride complètement et on donne une place importantissime à la Derja au Liban, en Algérie, etc. Est-ce que ça ne va pas être l'explosion et on finira par ne plus se comprendre? Ça, c'est... alors je répète la question pour ceux qui ne l'ont pas entendue. Moi, j'aimerais répondre aussi, parce que je crois que c'est une question qui nous mobilise tous. La langue qui est standard et les dialectes. Est-ce que si on laisse l'entière liberté aux dialectes de s'exprimer, est-ce que ça ne menace pas la langue standard, qui est parfois appelée langue classique ou parfois l'arabe littéral ou l'arabe standard? J'ai conscience qu'on n'a pas de contraintes à imposer, ce sont des locuteurs qui font les langues et leur devenir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la question se pose. On a bien saisi. Merci. Je regarde et je m'interroge. Voilà. On va vous répondre. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, il y a un monsieur. Merci. Durant la guerre froide, la langue russe était perçue dans certains milieux comme étant... plus fort. Oui, je disais que durant la guerre froide, la langue russe était à un moment donné perçue dans certains milieux politiques, militaires en Europe comme étant la langue de l'ennemi. Est-ce qu'aujourd'hui, la langue arabe est perçue comme étant la langue de l'ennemi? Très bonne question. Je crois que la réponse est dans la question. Je le crains.
Encore d'autres questions peut-être? Là, il y a une question. Bonjour à tous, merci pour le haut niveau de vos interventions. Je voulais juste vous signaler qu'avec nos amis de l'Alliance des éditeurs indépendants, nous vous l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, oui. nous vous invitons à visiter la hotlist Maghreb que nous vous proposons, qui est sur la table de la librairie internationale en haut dans la salle des fêtes. Et c'était juste pour apporter un petit grain de sel à la discussion en soulignant l'ouverture de la région arabophone à toutes les langues. Et avec mes collègues, justement, nous avons décidé de célébrer cette diversité linguistique. Donc, vous allez trouver des livres en arabe, en français, mais également, alors on est en train de les amener, elle n'est pas tout à fait complète, hein, ce qui est en haut, mais nous avons retenu l'amazigh, l'espagnol, l'anglais. Il y a beaucoup de publications trilingues dans nos pays, même si la majorité se fait effectivement en arabe, selon le dernier rapport de la Fondation El Saoud. 78% au Maroc des publications se font en arabe. Et voilà, donc c'est une richesse à découvrir. Et je me permets également de vous signaler un livre qui s'appelle Maroc, la guerre des langues, que j'ai publié au Maroc en 2017 et dont je voulais vous signaler la réédition aux presses universitaires de Grenoble sous le titre de Maroc, les langues de la discorde. Il s'agit de diversité linguistique et aussi du rappel que quand on parle de langue, on parle aussi de statut social et que ces statuts sont assez différents, évidemment, et que les vies des gens sont assez différentes en fonction des langues qu'ils maîtrisent, et que l'objet, justement, de ce livre est un appel à plus de justice, à plus d'équilibre et évidemment, à l'ouverture que représente la traduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je retiens diversité, diversité, diversité et interaction entre les langues. Autre question ? Bonjour. Merci beaucoup déjà pour tous ces trésors. Mais moi j'avoue que je reste frustrée parce que c'est pas à cause de vous, mais c'est vraiment parce que le titre était l'arabe, langue du monde. Et je me sens toujours un peu étrangère finalement en tant que non-arabophone, bien que d'origine maghrébine, étant fille d'immigrés. Ça m'a beaucoup touchée, Madame Salwa Nahmi, quand vous avez dit la langue a fait de moi l'être libre que je suis. Et moi, je me sens exilée de ça. Alors, moi, c'est le français, je parle un peu le dialecte marocain, mais c'est vrai que quand je vous entends, franchement, ça me donne envie de récupérer cet héritage J'ai beaucoup aimé la phrase, c'est pas parce que j'habite en France que je suis libre, mais c'est de par mon héritage arabo-musulman, mon héritage arabe, que j'aimerais récupérer, mais je ne sais jamais par quel bout commencer, en fait, si vous voulez... Vous commencez par apprendre l'arabe ? Bah oui, ça, c'est pas la question. C'est pas ce que j'avais envie que vous me disiez, parce que j'ai commencé et quel arabe, déjà, et enfin, on est un peu seul. Quand on est tout seul là-dedans, c'est dur, quoi. C'est un exil, en fait. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Parce que là, il y en a pas mal. On va essayer de répondre à tout. Oui, une dernière question peut-être ? Merci. La question consiste l'abandon des travaux académiques par les États arabes dans la promotion de la langue. Est-ce que finalement le Coran va être le seul vecteur ou le seul facteur stabilisant la langue arabe à travers le monde, puisque moi j'ai constaté en Amérique latine et un peu partout que les convertis apprennent l'arabe et la véhiculent à travers... ma question, est-ce que c'est le Coran qui va stabiliser la langue ou c'est autre chose ? Très bien. Alors, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Il y a la question de la langue et de la religion. Quand j'ai dit que le Coran avait préservé à travers les siècles la langue arabe, ça ne veut pas dire que c'est le seul réceptacle de la langue arabe. Loin de là, on l'a vu à travers les médias, à travers la littérature érotique, à travers la philosophie et les sciences. C'est une langue qui a parlé toutes les disciplines. Et aujourd'hui, s'il y a un phénomène qui est marginal par rapport à la culture et à la langue, c'est un phénomène aux origines complexes et politiques, sociopolitiques, économiques, dont on ne va pas débattre ici, parce que je vois un peu à quoi vous faites référence.
les convertis, je vois ce que vous évoquez par là. Alors, je crois qu'on va essayer de voir à quelles questions nos intervenants souhaiteraient répondre. Je vous rappelle, la langue otage de la religion, avec le Coran, etc. Il y a aussi la langue et les dialectes, et aussi la langue et ce qu'on appelle l'arabisie, c'est-à-dire écrire l'arabe en langue latine. On en a fait un peu un mythe, alors que c'est un épiphénomène qui est certes encore en usage, mais qui n'est pas menaçant pour la langue arabe. C'est quelque chose d'assez folklorique, amusant pour la jeunesse, sur des réseaux sociaux qui n'ont pas beaucoup de textes, qui ont plutôt des photos, comme Instagram, etc. Alors, il y a la langue aussi. Est-ce que c'est la langue de l'ennemi ? Ça, c'est très intéressant. La langue et le statut social, très intéressant. La diversité linguistique, on en a parlé. Le problème des institutions, les États, c'est très intéressant aussi. Alors, Fouad. Le rapport entre la langue et la religion, je crois que c'était la question. Ouais. Je vais reconvoquer la figure de Suyuti qui a été citée par Salwa tout à l'heure, puisqu'elle a dit qu'il avait été auteur de nombreux traités érotiques. Suyuti est un polygraphe, il a produit en plusieurs sciences, dont l'exégèse coranique. Il était lui-même, alors je ne sais plus s'il était faqih ou qadi, enfin il était versé en sciences religieuses. Et il est grammairien, pour autant que je me souvienne, il y a encore bien d'autres œuvres que j'aurais pu citer de Suyuti, mais il a produit dans toutes ces disciplines. Je crois que si Suyuti nous écoutait, il serait très étonné de voir qu'il y a un pôle, il y a une opposition entre deux pôles, une espèce de pruderie généralisée qu'on opposerait à un sacré coranique. Il était très à l'aise, lui, exégète du Coran, musulman assumé et fidèle, en tout cas pour ce qu'on peut en lire, il était très à l'aise de produire à la fois des traités érotiques et des ouvrages en sciences diverses dont je viens de citer quelques exemples. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que d'abord, il faudrait définir ce que c'est que la religion, et je crois que ce n'est pas tellement l'islam qui a la réponse à la question, ni les Arabes, ni les musulmans, mais c'est une réflexion sur ce qu'est le sacré, ce qu'est la religion, et c'est plutôt une réflexion anthropologique ou au moins sociologique à mener dans l'ensemble des civilisations. Et je crois qu'elle n'appartient pas simplement à l'ère arabophone. Il suffit de regarder les séries américaines pour s'en apercevoir. Et le puritanisme n'est pas l'apanage de l'islam. Donc la religion, il faudrait aussi questionner historiquement ce qu'on appelle religion aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, à toute époque, on a opposé une attitude supposée morale, prude, pour ne pas dire pudibonde, et une attitude ouverte à la littérature érotique. Alors à partir de là, je réponds sans répondre, comme vous le remarquez, mais on a parlé d'ennemis, je crois. La question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est ennemi de qui, ennemi pour qui, ennemi pourquoi ? Certes, il suffit d'ouvrir son poste de télévision ou sa radio pour entendre tous les jours le mot islam et musulman, évidemment dans des termes bien peu amènes et très défavorables à l'un et à l'autre. Il faudrait peut-être répondre à tout cela par la culture, c'est ce que je crois nous essayons de dire, c'est-à-dire que je ne sais plus qui dans l'assistance a parlé de convertis. S'il y a des conversions, c'est parce qu'il y a un manque de culture, me semble-t-il, sans vouloir préjuger non plus de l'attitude, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, des attitudes individuelles. Mais enfin, dans les mouvements funestes que nous vivons à l'heure actuelle, on compte un nombre assez important de convertis, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas accès à la culture arabe. Peut-être qu'ils ont accès à la langue, les mots comme des images de manière idéologique, mais enfin, ce que charrient ces mots, l'histoire, la culture, les représentations, je ne suis pas sûr que si tout le monde avait la culture arabe en même temps apprenait la culture en même temps qu'il apprenait la langue arabe, il aboutirait aux mêmes destinées funestes que nous connaissons tous les jours. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur ces quelques points. Merci Fouad. Salwa, sur la liberté, moi j'aimerais dire que, effectivement je partage cette idée, mais j'aimerais qu'elle réponde à Madame qui a évoqué. La France aussi s'est
pour nous quand même une représentation de la liberté. Et lors de la Nahda, il y a eu beaucoup de courants de pensée français qui ont traversé également la Méditerranée, qui ont été, grâce à la traduction, portés aussi dans le monde arabe. Donc quand on dit qu'on est fier parce que la liberté aussi est un héritage arabo-musulman, ce n'est pas exclusif d'autres civilisations qui sont porteuses de liberté, qu'on n'interprète pas cela comme une exclusion. Voilà, simplement. L'idée, c'est que il n'y a pas une culture qui est que la culture arabe. L'idée qu'on essaye de véhiculer, que la culture arabe, c'est une culture d'enfermement, de répression de la femme, surtout de la femme, et en général du corps. Et quand on lit les livres dans l'héritage arabe classique, on voit que c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire, et c'est pour ça que moi, c'était l'idée d'insister sur ma liberté. Et c'est pour ça que c'était un choc. La première fois, parce que c'était facile pour quelqu'un qui vit en France et qui lit en français, qui travaille en français. Et tu écris un livre sur le sexe, la liberté sexuelle, pour une narratrice qui vit une vie de femme arabe libre culturellement, et qu'elle dit ma liberté vient de ma culture, parce que c'était facile dans le monde arabe, parce que le livre est écrit en arabe, de dire c'est parce qu'elle vit en Occident, qu'elle vit dans la culture, c'est facile pour elle de dire ça, c'est l'influence de la culture française ou la culture occidentale sur elle. Et ce qu'on trouve dans la plupart, ce qui s'écrit, c'est-à-dire des auteurs arabes, hommes et femmes, qui disent j'étais réprimée, j'étais je sais pas où, on m'a violée, on m'a, et après quand je suis venue en France, c'était la libération. Non, moi dans mon livre, c'était vraiment un discours contraire. Ça n'a pas plu ni là-bas, je parle au niveau politique, ni là-bas ni ici, parce que c'était un discours qui lie la liberté à l'héritage arabo-musulman. Et moi, quand je parle de l'islam en tant que culture. Je parle pas de l'islam en tant que religion. Je dis vraiment ce que disent les auteurs anciens. Et c'est pour ça, mon livre, c'est toujours un va-et-vient entre la vie de la narratrice qui dit l'arabe est la langue du sexe pour moi, c'est-à-dire dans sa culture, dans sa langue. Tous les titres sur le livre, c'était l'arabe et la langue du sexe, parce que c'était un choc pour quelqu'un qui lit ça. Mais moi, je dis, la phrase est coupée, je dis pour moi, c'est-à-dire c'est mon appartenance à cette langue qui fait que je suis libre, que ma langue est libre et que mon écriture est libre. Et c'est pour ça que peut-être que je peux, seulement pour dire, tu as dit que tu parles que le darja marocain. Moi je dis, quand on pose la question, ce qui m'étonne toujours dans le Maghreb arabe, c'est quand tu dis à un Syrien, un Libanais, un Irakien, un Égyptien, est-ce que tu parles arabe? Il va te dire directement oui, sans réfléchir. Mais tu dis ça à un Algérien, un Marocain ou un Tunisien, il va te dire, avec un peu il est un peu timide, il te dit je parle darja. Comme si le darja, c'était pas de l'arabe. Mais le darja, dans tous les pays arabes, là maintenant je suis en train de lire un livre qui est sorti il y a quelques mois. C'est un professeur d'université marocain qui s'appelle Abdelmajid Jahfa, et son livre s'appelle Hafriyat fil Arabiya. Il prend tous les mots d'Arja al-Maghribiya, vraiment le Mourriqa Amiatia, il prend ces mots et il les lit à l'origine arabe standard dans les dictionnaires arabes anciens. Et tu vois le lien, c'est-à-dire tu parles d'Alger, ça veut dire que tu parles arabe. Donc pour toi et pour tous les jeunes
qui sont d'origine arabe et qui veulent apprendre l'arabe quand ils parlent d'Aja, c'est très facile. C'est-à-dire c'est beaucoup plus facile que pour quelqu'un qui débarque, qui connaît rien qui n'a jamais entendu l'arabe, ni d'Aja, ni Fusha, ni rien du tout. Mais quelqu'un qui est imbibé de cette langue, qui vit à travers les chansons, les films, les médias arabes, il va apprendre l'arabe facilement. C'est de la propagande. Alors, moi je vais commencer par une boutade. Si aujourd'hui nous avons cette question des dialectes qui dominent le débat, c'est en fait une revanche que les dialectes prennent sur l'arabe littéral. Parce qu'on a longtemps enseigné la langue arabe comme étant une langue morte, et on a oublié qu'une langue, elle est d'abord vivante. C'est une expression quotidienne, c'est une expression du quotidien. Et tant que, et ça c'est le pari de l'avenir, tant que l'enseignement de la langue arabe ne s'enrichit pas de tous ces dialectes qui font partie de la langue arabe, et je suis d'accord avec Salwa lorsqu'elle dit que lorsqu'on pose la question, lorsque vous arrivez, je veux dire, en Orient, tout le monde parle arabe. C'est-à-dire que pour eux, c'est de l'arabe. Alors qu'au Maghreb, non, on ne parle pas arabe, on parle darija. Darija fait partie de l'arabe, tous les dialectes font partie de l'arabe. Et voilà. Et donc, en fait, c'est la richesse de la langue arabe, elle est dans tout. Elle est dans cette langue littérale, elle est dans cette langue standard, dans cette langue littéraire, dans tous ces dialectes d'Orient et d'Occident. Et c'est l'enseignement qui prend en compte tout cela qui fera le défi de l'avenir. Est-ce que réellement cette langue va continuer ou pas? Pour la boutade, je dirais, et si on décide effectivement d'enseigner en dialecte et qu'on ne veuille plus de l'arabe littéral, pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Laissons les utilisateurs. On a tellement prédit que la langue allait mourir, que la langue arabe allait mourir depuis le 19e siècle. Dieu, elle n'est toujours pas morte. Au contraire, on la trouve de plus en plus présente partout. Et c'est extraordinaire. Si on devait suivre tout ce qui a été écrit sur la mort de la langue arabe, aujourd'hui, normalement, elle ne devrait plus être là. On a un enseignement qui n'est pas terrible. On a une politique culturelle qui ne prend pas en compte, c'est zéro. On a des institutions qui ne tiennent pas compte de la langue arabe, il n'y a pas de politique linguistique. Nous avons des instituts dans tout le monde arabe, dans chaque pays arabe, qui produisent des choses et qui ne communiquent pas. Nous avons une ligue arabe qui ne diffuse pas. Nous avons tellement de choses qui, normalement, devraient faire que ça tombe. Et ça ne tombe toujours pas. C'est qu'elle est bien vivante. Un seul mot. Tout discours sur la culture arabe ou la langue arabe, ici ou dans le monde arabe, c'est un discours politique. Il y a un grand linguiste qui s'appelle Yasser Soleiman et qui a fait un livre sur le lien entre langue et idéologie, pas seulement pour la langue arabe. Mais il y a toujours un rapport étroit. La langue fait partie d'un système de valeurs, de pensée. Il y a le statut d'outil de communication et il y a le statut symbolique de la langue. Et celui-ci, il est chargé de beaucoup d'images, beaucoup d'arrière-pensées. Je reviens à la question sur l'ennemi. L'ennemi est une catégorie très utile qu'on utilise pour faire oublier d'autres débats. Des questions sociales, souvent des questions politiques, économiques, et pour faire diversion. Donc c'est bien d'avoir un ennemi de l'intérieur ou un ennemi de l'extérieur, c'est toujours très très pratique. Pour la question des dialectes et de l'arabe littéral. L'arabe littéral, c'est quand même l'arabe qui est commun à tous les arabes et celui qui est également enseigné à l'étranger et qui est l'arabe officiel
qui permet l'accès non seulement à des textes de la presse sur Internet, mais aussi à cette culture historique. Donc il est indispensable, il est un peu la matrice à partir de laquelle il y a des passerelles vers tous les dialectes. Maintenant, il n'y a absolument pas de peur ou de guerre à imaginer entre l'arabe dit classique ou dit standard moderne ou dit littéral et les dialectes. Et cet extraordinaire brassage médiatique auquel on assiste aujourd'hui montre bien qu'il y a eu un rapprochement entre les dialectes des divers pays arabes qui dialoguent les uns avec les autres, et il y a une renaissance de l'arabe littéral qui est oralisé. Parce que l'arabe littéral, il faut savoir que c'était un arabe plutôt écrit. Mais ce bouleversement du paysage médiatique fait que l'arabe écrit est oralisé avec un patrimoine arabe qui est mis sur YouTube en arabe littéral, et les dialectes s'écrivent dans un SMS, dans un email. Donc il y a une sorte de coexistence tout à fait pacifique et tout à fait passionnante, parce qu'elle est fructueuse en fait, elle est porteuse d'une évolution de la langue vers peut-être une plus grande simplification de certaines choses, vers voilà, tout à fait, il y a des choses qui vont être abandonnées certainement, et puis il y aura toujours la langue de la liturgie qui restera sacrée pour la liturgie, mais la langue vivante, elle poursuivra sa vie sans demander l'avis de personne, ni des académies, ni autres. Voilà. Un petit point sur la religion, parce que évidemment c'est un débat qui ne finit jamais. On oublie et on ne veut pas savoir que la langue arabe, c'est la langue de la civilisation arabo-musulmane. Arabo-musulmane, arabe parce que c'est l'instrument, musulmane c'est l'ère culturelle. Et cette ère culturelle qui s'est étendue sur plusieurs continents. Et elle a véhiculé une culture, et cette culture, elle a traversé les siècles. Aujourd'hui, lorsqu'on limite l'arabe à, j'ai entendu le Coran est un texte sacré pour les musulmans, mais la langue arabe, c'est la langue arabe de toute cette ère culturelle où il y a des juifs, des chrétiens, des animistes, des non-croyants. Tout ce monde-là utilise cette langue arabe. Et il l'utilise à tous les niveaux, en dialecte, en arabe littéral, en écriture, en essai, en pensée. Et donc, elle n'est pas l'apanage d'une partie de cette ère culturelle arabo-musulmane. Je voudrais d'ailleurs rappeler le rôle très important des chrétiens dans la promotion de la langue arabe, dans son rayonnement. Des générations de traducteurs sous l'époque abbasside ont contribué à cette floraison et ce rayonnement. Pour la Nahda, il y avait de grands esprits de la Nahda qui étaient chrétiens. Les maronites au Liban, en Syrie, ont contribué par aussi les imprimeries à une promotion de la langue et à une vraiment renaissance de la langue arabe, à sa modernisation. Donc il y a eu une part très vivante de la chrétienté dans la langue arabe. C'est pour qu'on rappelle que la traduction de l'Évangile, on termine sur le fait que c'est également la langue des juifs séfarades dans tout le monde arabe, et y compris également en Palestine. Voilà, merci.